Bonjour à tous et merci de participer à cette nouvelle édition virtuelle de nos discussions avec gouverneurs pour la région du Moyen-Orient et Asie centrale. Je suis très heureux d'accueillir ministre Mohamed Ben Chaboun, ministre de l'économie, des finances et de la réforme administrative du Royaume du Maroc. Nous aurons aujourd'hui le plaisir d'échanger avec vous, Monsieur le ministre, sur l'expérience marocaine en matière de gestion de la crise Covid-19 et les leçons de cette crise. Face à une crise sans précédent, le Maroc a réagi de manière exemplaire, rapide et déterminée. Vous avez, vous, personnellement, piloté en tant que président du comité de veille économique créé en mars dernier la réponse des autorités marocaines dans le domaine économique et social et pris des initiatives inédites et de grande envergure pour soutenir les entreprises et les ménages. C'est peut-être, Monsieur le ministre, votre parcours professionnel riche entre public et privé qui vous a préparé à conduire une mission aussi complexe. En effet, après avoir dirigé l'administration des douanes puis l'agence de régulation des télécoms, vous êtes passé dans le privé et vous avez exercé des fonctions de direction dans le secteur industriel, puis présidé pendant 10 ans le groupe Banque Populaire, un des plus grandes banques privées du Maroc. En 2018, vous reprenez du service aux commandes du ministère de l'économie, des finances et de la réforme administrative et y jouez un rôle central dans l'action publique du Maroc. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous allons débattre de l'expérience du Maroc qui, face au Covid-19, a agi de manière décisive pour contrer les effets dévastateurs de cette pandémie sur l'économie marocaine. En effet, le Maroc a mobilisé ses forces vives en créant le Fonds spécial de lutte contre la pandémie, auquel les entreprises publiques et privées, mais aussi les citoyens marocains ont volontairement contribué à hauteur de 3% du PIB pour financer les dépenses de santé supplémentaires et les aides aux ménages et aux entreprises. Monsieur le ministre, vous avez privilégié le social en mettant en place un régime de prise en charge du chômage partiel qui a bénéficié à plus d'1 million d'employés dans le secteur formel. Vous avez aussi développé une nouvelle aide sociale aux travailleurs du secteur informel de façon innovante grâce à la téléphonie mobile, ce qui a permis à plus de 5 millions de Marocains d'en bénéficier. Ces progrès seront bien entendu déterminants dans la mise en place d'une protection sociale pour l'ensemble des Marocains à laquelle vous vous attelez, conformément aux vœux de Sa Majesté le Roi. Les entreprises marocaines durement touchées par le choc économique ont bénéficié aussi de mesures de report de charges sociales et de crédits bancaires à taux bonifiés et garantis par l'État d'une ampleur, alors là aussi, inédite. Vous avez également annoncé un plan de relance ambitieux pour soutenir l'investissement et la compétitivité des entreprises marocaines et mis en place des programmes spécifiques d'appui aux secteurs les plus touchés, comme par exemple le tourisme. Monsieur le ministre, fort d'une relation importante entre les autorités marocaines et le Fonds est à votre côté et a apporté sa contribution pour vous aider à atténuer la crise et les effets de Covid-19 et son impact sur l'économie marocaine. En avril dernier, le Royaume du Maroc a procédé au tirage au titre de la ligne de précaution LPL de 3 milliards de dollars et nous continuons notre coopération et notre dialogue pour vous aider à faire face aux répercussions de la pandémie et espérons pouvoir nous retrouver tous à Marrakech pour les réunions annuelles 2021 que le Maroc nous a fait l'honneur d'accueillir. C'est dans le cadre de ce dialogue que je suis très heureux d'échanger avec vous, Monsieur le ministre, sur la réponse marocaine face à la crise sanitaire auquel fait face le Maroc, mais aussi le monde entier. Je vous donne la parole sans attendre et vous remercie à nouveau de votre participation. Et je commence par vous poser la première question. Quels sont les principaux défis économiques et sociaux auxquels le Royaume doit être confronté dans les prochaines années suite à ce double choc du Covid-19 et de ses répercussions? La parole est à vous, Monsieur le ministre.
Bonsoir, merci de me donner l'occasion de parler un peu de l'expérience marocaine et puis de rebondir sur l'introduction que tu viens de faire, sur la manière avec laquelle notre pays a pris en charge la période de confinement. Je ne peux pas dire la période de Covid, puisque le Covid continue d'être parmi nous. S'il y a d'abord une première leçon à tirer, c'est que ce que nous avons vécu depuis début mars à ce jour montre à l'évidence que il y a une seule certitude, c'est qu'on est certain de rien s'agissant de ce virus. Il y a manifestement chaque jour qui apporte son lot d'informations qui sont remplies d'incertitudes et qui font que pour prendre en charge le volet sanitaire, eh bien, nous sommes obligés de faire des sacrifices sur les plans économiques et social. Et que si cela a pu être fait pendant quelques mois, au lendemain des premières annonces des cas de coronavirus, aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de le faire parce que c'est intenable ni socialement et économiquement. Et donc, clairement, on doit apprendre à vivre avec ce virus différemment en attendant qu'un remède ou des vaccins soient stabilisés pour qu'ils puissent bénéficier au pays et évidemment à nos concitoyens. Pour revenir à la question posée, quels sont les défis qui pourraient être priorisés pour les mois à venir pour le Royaume du Maroc? Je dirais que d'abord, les priorités du Maroc sont connues et les réformes à engager sont également déjà sériées. Le problème, c'est qu'avec l'avènement du Covid, un certain nombre de fragilités ont pu être mises en évidence et ont obligé, je dirais, les pouvoirs publics à revoir les priorités du moment. Et je les présenterai peut-être sous trois axes qui viennent d'être d'ailleurs rappelés dans un discours de Sa Majesté le Roi aujourd'hui même. Alors, la première priorité, évidemment, elle a un caractère social. Le caractère social peut être résumé comme la nécessité d'un renforcement des filets sociaux pour un pays comme le nôtre et de conduire cela avec une vitesse suffisamment forte pour que la totalité des Marocains puissent disposer d'une assurance maladie, disposer d'un régime de retraite et d'allocations familiales en fonction justement du nombre d'enfants et de la taille de chaque famille. Et ce programme va démarrer au 1er janvier de l'année prochaine et le Maroc en a fait une priorité absolue et il constitue en soi un défi pour notre pays, mais en même temps un challenge extraordinaire parce qu'il s'agit de 22 millions de Marocains qui vont intégrer l'assurance maladie obligatoire que nous allons intégrer en 2 ans, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Et puis ensuite, il y a, comme je disais tout à l'heure, un système d'allocation familiale qui va accompagner les familles pour les aider à ce que la prise en charge des enfants, leur scolarisation en particulier, soit associée à un système qui, là encore, est généralisé, tel que ça se fait pour le secteur formel ou le secteur aussi bien privé que public. Ensuite, il y a le dernier volet qui est celui de la généralisation de la retraite à l'ensemble des citoyens. Donc, il s'agit donc là d'un chantier important qui permettra de prendre en charge les filets sociaux dans leur ensemble, à commencer évidemment en priorité par tout ce qui concerne l'assurance maladie.
Alors, le deuxième axe qui s'est dégagé, c'est celui de la relance économique et qui s'impose du fait des perturbations qui ont touché un certain nombre de secteurs, notamment ceux qui sont en lien avec l'environnement extérieur. Le Maroc, comme vous le savez, est très ouvert sur le monde extérieur, sur un certain nombre de partenariats et d'accords de libre-échange avec le monde entier. Et le Maroc est également un pays de tourisme et où le secteur du tourisme reçoit, aujourd'hui, le Maroc reçoit à peu près 12 millions de touristes annuellement. Et par conséquent, il y a toute une activité et un ensemble de Marocains qui vivent de cela. La fermeture de l'espace aérien depuis le début de la déclaration de la pandémie dans notre pays, c'est-à-dire début mars, évidemment, a des conséquences importantes sur eux. Donc, nous avons essayé de faire en sorte qu'un plan de relance économique soit érigé en priorité et qu'il soit original dans la manière avec laquelle il doit être conduit. Alors, pour être plus clair, d'un côté, nous avons défini une enveloppe globale qui représente à peu près 11% du PIB comme enveloppe budgétaire à allouer à ce programme de relance économique. Et ces 11% se répartissent globalement de la manière suivante. Il y a 7% à peu près qui sera dédié à tout ce qui concerne les garanties accordées par l'État à l'économie et 4% du PIB qui est consacré à un fonds d'investissement stratégique qui vient de recevoir le nom de Fonds Mohamed VI pour l'investissement et qui va être doté au tiers à peu près par des dotations budgétaires. Et nous comptons pouvoir mobiliser les 2 tiers à travers justement tous les bailleurs de fonds et les partenaires de notre pays. Donc ce fonds interviendra évidemment de façon rapide pour injecter dans l'économie les fonds nécessaires qui servent à relancer l'investissement et interviendra par tous les mécanismes classiques en matière de financement, y compris le private equity. Et il y aura un volet évidemment d'investissement dans les infrastructures à travers notamment les partenariats publics-privés. Donc globalement, c'est cette première enveloppe de à peu près un peu moins de 5 milliards de dollars qui va être réservée aux investissements directement initiés par ce fonds Mohamed VI pour l'investissement. Donc voilà le troisième point ou troisième axe de nos priorités, c'est de dire que si on agit d'un côté sur le plan humain et de la protection sociale, et on agit évidemment sur le volet économique, surtout tous les projets qu'on va essayer d'examiner à travers le filtre de l'emploi. Le troisième défi qui me semble important pour nous et sur lequel nous avons déjà engagé un certain nombre d'actions et qui vont figurer dans notre loi de finances 2021, c'est tout ce qui concerne la réforme du secteur public. Donc il y a une réforme en profondeur du secteur public, notamment une restructuration de tout ce qui tourne autour des établissements publics et la création d'une agence nationale des participations stratégiques de l'État pour que le rôle de l'État actionnaire soit davantage consolidé. Alors évidemment, on fait tout cela dans un cadre intelligent puisque le travail qui se fait ou les fonds qui sont injectés par exemple dans l'économie, l'État va mettre en 100 et l'effet de levier va jouer de manière à ce qu'on ait un effet multiplicateur de 5 ou 6 fois comme effet sur l'économie, aussi bien à travers le fonds d'investissement dont je viens de parler ou à travers les garanties qui sont accordées aux entreprises pour qu'elles puissent continuer à travailler. Et donc cet effet de levier nous permet d'agir de manière massive et vigoureuse sur l'économie pour
reprendre notre chemin de la croissance, mais nous gardons évidemment un œil vigilant sur nos équilibres économiques et la définition d'une trajectoire pour que globalement nos grands équilibres macroéconomiques soient sauvegardés, aussi bien pour ce qui concerne le déficit que pour ce qui concerne l'endettement. Merci, Monsieur le Ministre, pour ce tour d'horizon très intéressant. Permettez-moi de rebondir un peu à ce, je dirais, nouveau modèle de croissance économique auquel vous êtes en train d'atteler actuellement. Bon, cette crise a aussi montré à la fois les failles, mais aussi des lignes d'opportunités ou des horizons nouveaux. Comment vous voyez un peu cette relance, ce modèle économique? Qu'est-ce que vous avez appris de ce qu'on a connu au cours des 6 derniers mois? Et comment vous voyez cela dans un cadre, je dirais, un peu plus large sur le rôle du Maroc dans l'économie régionale? Le Maroc est très bien implanté en Afrique, c'est un partenaire important de l'Europe. Comment vous voyez dans cette nouvelle architecture économique et ce nouveau modèle de croissance la position du Maroc en fonction de ce qu'on a appris lors de cette crise et des défis à venir? Merci pour cette question. D'abord, effectivement, il faut rappeler qu'il y a une commission royale qui travaille sur le nouveau modèle de développement au Maroc et naturellement qui tient compte de tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure en matière de réforme en profondeur et qui doivent intégrer évidemment la vision de demain. Je pense que il y a un point fondamental qui est à souligner, c'est que cette crise a révélé effectivement des insuffisances et des fragilités, notamment pour ce qui concerne le secteur informel. Tu as rappelé dans ton propos liminaire que nous avons dû accompagner ou aider pendant la période du confinement quelques 5 millions de ménages. Et heureusement qu'aujourd'hui, les technologies de l'information nous permettent de faire en sorte que cela soit possible et dans la dignité. Parce que la téléphonie mobile a permis effectivement de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'avoir de contact physique et donc de respecter les mesures barrières dans ce cas. Elle a révélé aussi que l'urgence d'opérer des réformes sur le plan du domaine de la santé. Et donc, j'ai eu l'occasion tout à l'heure de parler évidemment de ce qu'il convient de faire pour généraliser l'assurance maladie à tous les Marocains, mais cela suppose, ça va sans dire, qu'en même temps, et ça doit être compris implicitement, il y a une réforme aussi du système de la santé, et notamment de la santé publique, qui doit être sous-jacent à cet objectif. Alors, en même temps qu'il y a des priorités qui se dégagent du fait de ces faiblesses, il y a en même temps un certain nombre d'opportunités qui se dégagent par rapport notamment à ce qui se dessine comme orientation principal ou comme objectif accéléré aujourd'hui au niveau de nos principaux partenaires. Et pour le Maroc, l'Union européenne est un partenaire important. Et donc l'économie verte, par exemple, l'économie de la santé de manière générale, les innovations en matière technologique et également tout ce qui peut nous permettre de capitaliser sur l'énergie verte, sachant que le Maroc a pris de l'avance dans ce domaine, notamment à travers justement des investissements importants dans l'énergie solaire, l'énergie éolienne, etc. Donc, il y a un certain nombre de champs d'investissements prometteurs à l'avenir pour notre région où nous pouvons constituer une sorte de complémentarité avec nos partenaires européens et pour faire en sorte qu'ensemble, c'est-à-dire l'Union européenne et le Maroc, dans un certain nombre de niches industrielles, qu'on puisse être ensemble performants à l'échelle planétaire.
Donc c'est un peu cette vision sur laquelle on veut travailler dans le cadre de ce qu'on a appelé la restructuration industrielle, qui fait partie des objectifs principaux sur lesquels nous devons travailler pour l'économie de demain. Merci. Je voudrais revenir au thème de la réforme sociale. C'est clair, l'ambition du Maroc à ce niveau-là est bien démontrée dans votre propos, dans le plan que Sa Majesté a élaboré. Comment vous allez passer de besoins et des nécessités immédiates dans cette phase actuelle de lutte, je dirais, active contre les effets de santé, vers un modèle qui est beaucoup plus, je dirais, de moyen et long terme. Et ça va être, je dirais, un socle principal de votre reprise, cette dynamique d'un nouveau modèle social. Et comment vous voyez la capacité de financement d'un programme de cette envergure? Alors évidemment, la problématique du financement, elle est centrale. Et je vais essayer de la résumer en quelques mots. Globalement, au Maroc, nous avons un petit 40% de gens qui sont aujourd'hui complètement couverts par une assurance maladie. Et nous avons un petit 30% qui est dans le pris en charge dans le cadre de ce qu'on peut appeler une assistance médicale. Ce qu'on appelle le programme RAMED, c'est ceux qui sont les plus fragiles au niveau de la société et qui doivent s'adresser à l'hôpital public pour être pris en charge dans une certaine limite. Et puis, nous avons un troisième paquet de 30% encore qui représente ceux qui ont la capacité de contribuer pour une assurance maladie, mais qui, effectivement, sont indépendants et donc ne rentrent dans aucun système ou alors ils sont dans une assurance privée en fonction des cas. L'idée est d'aller vers une assurance maladie universelle. En fait, permettra de basculer d'un système d'assistance ou d'un système libre vers un système assurantiel, généralisé à tous. Et ce système assurantiel, on ne va pas le créer puisqu'il existe pour l'économie formelle, pour le secteur privé et pour évidemment l'administration. Donc ce système existe en tant que système d'information et dans la manière avec laquelle la prestation de service est gérée. Il existe en tant que mécanisme de prise en charge ou de remboursement des prestations ambulatoires ou d'hospitalisation, etc. Et ce qui va être fait, c'est simplement donc une généralisation du système qui est déjà existant pour que d'un côté, ceux qui sont aujourd'hui dans un système d'assistance rentrent dans le cadre d'une contribution de la part de l'État sur la base d'un minimum et puissent bénéficier de l'assurance maladie universelle de manière standard par rapport à ce qui se pratique pour les autres. Donc l'État contribuera pour cette population en lieu et place de prendre en charge les prestations au niveau de l'hôpital. Donc c'est une contribution dans le cadre d'un système d'assurance à la sécurité sociale. Et de l'autre côté, pour la dernière tranche de 30% des indépendants, ils vont être simplement contributeurs de manière à ce que le régime soit équilibré. Donc, quand nous avons fait les calculs, cela représente donc une enveloppe budgétaire additionnelle pour l'État qui reste, somme toute, relativement modeste, mais qui donnera évidemment aux Marocains qui étaient dans le régime notamment assurantiel ou qui n'étaient pas du tout, qui n'étaient dans le régime d'assistance ou qui n'étaient pas du tout couverts, il va leur donner la possibilité de s'adresser non pas forcément au système hospitalier public, mais d'avoir la liberté de s'adresser au système de santé national avec des remboursements qui sont, eux, standardisés. Intéressant. Dernière question, monsieur le ministre. Tout à l'heure, vous avez évoqué les deux volets, le public et le privé, avec une réorganisation de la sphère publique, en même temps un rôle plus important au secteur privé. Est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur comment vous voyez cette dynamique entre public et privé
et sur la relance, quel va être le rôle de l'État dans tout ça, régulateur, un État qui donne de l'incitation, un État qui est actif dans la sphère économique. Comment vous voyez la dynamique entre le public et le privé? Il y a classiquement, le Maroc a toujours eu des fonds de subvention ou d'appui ou de soutien à tout ce qui concerne l'investissement, sauf que ces fonds ont toujours eu un caractère sectoriel. Et ce sont globalement des subventions à fonds perdus avec des critères évidemment d'accès à ces subventions, notamment par exemple le Fonds de développement agricole qui soutient tout ce qui est investissement de modernisation de l'outil agricole, etc. On peut répéter l'exemple pour l'industrie où il y a un fonds de développement industriel qui là encore intervient pour essayer de soutenir l'investissement dans ce domaine. Alors l'idée n'est pas de remettre en cause les systèmes existants parce que la conviction de notre pays est que le secteur privé doit jouer son rôle dans le développement et la croissance économique et l'État doit agir sur un certain nombre de domaines où soit le privé n'agit pas ou soit pour initier le temps que le privé prenne le relais et les moyens de pouvoir s'organiser dans le domaine. Alors pour revenir à la période que nous allons vivre, l'intervention de l'État ne sera pas directe. Le fonds est un fonds d'abord étatique, mais c'est un fonds qui n'interviendra pas direct dans le secteur de l'économie. Il viendra à travers un certain nombre d'intermédiaires, peut-être les intermédiaires classiques, c'est-à-dire les intermédiaires bancaires, en notamment tout ce qui peut renforcer les fonds propres, notamment en cette période où un certain nombre d'entreprises ont endetté parce que devant être endettées suite à l'arrêt provisoire ou définitif de leur arrêt pendant un certain temps, il y a un problème de solvabilité qui a suivi l'endettement, devait être adressé d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose, c'est que ce fonds pourrait intervenir donc soit à travers le système bancaire, comme je disais tout à l'heure, soit intervenir à travers un certain nombre de fonds qui s'occupaient de domaines particuliers, qui peuvent être la restructuration industrielle, qui peuvent être l'infrastructure, qui peuvent être l'innovation technologique, etc. Donc, un certain nombre de thématiques pour lesquelles on va essayer de mettre en place une gestion privée, mais à travers des sociétés spécialisées dans ces domaines pour stimuler ces secteurs. La finalité n'est pas du tout où ces fonds interviennent pour rentrer dans les capitaux ou étatiser les entreprises. Bien au contraire, simplement stimuler et redynamiser l'entreprise, lui donner les moyens de renforcer son haut de bilan pour qu'elle puisse justement accéder au financement nécessaire pour continuer à investir, continuer à employer et que la dynamique économique de notre pays ne s'arrête pas. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. C'est toujours un plaisir de dialoguer avec vous. Je vous remercie d'avoir pris le temps. Je sais que vous avez un emploi du temps chargé, c'est la période budgétaire, et vous êtes en charge de pas mal de dossiers. C'était un plaisir comme d'habitude, et merci encore. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui se sont joints à nous dans le cadre de cette rencontre virtuelle avec le ministre des Finances du Maroc pour nous donner un aperçu sur comment le Royaume est en train actuellement de gérer cette période très difficile et très compliquée et de mettre en place un peu un horizon d'avenir qui à la fois va prendre en considération la relance de l'économie, mais aussi faire en sorte que cette relance soit innovatrice, soit écologique, mais aussi soit sociale. Encore une fois, merci Monsieur le Ministre et à très bientôt. Et j'espère l'année prochaine, nos réunions annuelles auront lieu à Marrakech comme prévu et on aura l'occasion
de profiter de ce beau pays. Merci encore et à la prochaine. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.